Merci beaucoup Philippe de m'avoir présenté et merci beaucoup l'Aquaria de m'avoir permis d'être là aujourd'hui pour faire la présentation de ce projet de recherche sur le dépistage des maladies liées au tabac par le médecin généraliste et d'envisager la faisabilité d'un tel dépistage. Je vais y revenir. Donc c'est un projet qui est soutenu par toute une équipe composée par moi-même pour le département de médecine générale, par l'équipe du service de soutien méthodologique et d'innovation en prévention au niveau du pôle de santé publique du CHU, avec François Allard, Rebecca Rattel et Colline Moreau, et puis avec au niveau du COREA, Philippe Castera qui vient de me donner la parole, Palina Dzeraviashka et Clément Berlier qui est ici. Voilà, donc c'est un projet de recherche qui a été soumis à un appel à projet de l'Institut national du cancer et qui a eu donc un financement en 2022 et qui est également financé pour l'autre moitié par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine sur le fonds addiction. Alors le contexte que vous connaissez, c'est que ce qu'on sait, c'est que les fumeurs de tabac sont bien sûr à risque accru de développer des pathologies cardiovasculaires, des cancers. C'est le premier facteur de risque évitable de cancer, de maladie cardiovasculaire et de bronchopneumopathie chronique obstructive. En France, c'est environ 75 000 décès par an qui sont en lien avec le tabagisme. Et bien sûr, ça entraîne non seulement une diminution de l'espérance de vie, mais également une baisse de cette qualité de vie. Alors il y a bien sûr de nombreuses actions préventives à visée de sevrage, mais on vient d'en parler longuement avec le précédent orateur, avec les succès que l'on sait, c'est-à-dire que plutôt les difficultés que l'on sait, puisqu'on est quand même en Europe, pas forcément au top niveau sur le nombre de consommateurs de tabac. Et donc il y a encore donc cette part importante d'usagers persistants. Et donc pour ces usagers persistants, le fait d'avoir un arrêt tardif entraîne bien entendu une augmentation des risques des maladies que j'ai citées précédemment. De notre côté, donc, puisque je suis médecin généraliste, en tant qu'acteur de santé primaire, le médecin généraliste reste toujours une pierre angulaire du dépistage et de la prévention population générale. Alors une pierre angulaire parfois avec des difficultés, et effectivement on lui reproche souvent, parce qu'il aime faire de la prévention et du dépistage, mais on lui reproche souvent que finalement il n'est pas très efficace. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe pour certains types de cancers, comme le cancer du côlon, où on a 30% de personnes qui se dépistent, le cancer du sein, 50-60%, etc. Donc on voit bien que quand même si il est un acteur privilégié et bien placé, eh bien il a des difficultés. Pourtant, lorsqu'on fait des enquêtes en population générale, 9 personnes sur 10 environ, même aujourd'hui, consultent au moins une fois dans l'année un médecin généraliste. Donc il a une place importante dans le dispositif de dépistage. D'où l'idée de pouvoir développer un programme de dépistage. Alors un dépistage systématique, et on sait qu'un dépistage systématique en pratique de tous les jours pour les soignants, c'est quelque chose de difficile. En tout cas, d'essayer de déployer un programme de dépistage systématique des maladies liées au tabac à grande échelle, finalement de la même manière que ce que l'on fait pour d'autres maladies comme le diabète ou l'hypertension artérielle, qui sont passées dans la pratique courante. Et avec une idée en toile de fond, c'est si on déploie un dépistage systématique, eh bien, quelle est sa viabilité? Je reviendrai tout à l'heure sur le mot viabilité. Alors, donc, c'est de là qu'est parti le projet pilote des pistes, dont l'objectif est d'évaluer la viabilité des bonnes pratiques recommandées en soins courants. Quand je dis recommandées, c'est celles qui ont un niveau de preuve suffisant. Et le but de tout ceci, c'est de créer un outil qui va être utilisé en pratique courante à destination des médecins généralistes pour proposer un dépistage aux patients fumeurs actifs. Voilà. Et donc, tout patient qui a plus de 40 ans, fumeur actif, eh bien, c'est en routine pouvoir lui proposer les dépistages qui lui sont recommandés. Alors, je reviens un petit peu sur le mot viabilité.
La viabilité, ça correspond à l'intégration du programme de dépistage dans les conditions de vie réelles. Et donc, on va analyser 4 points importants. L'accessibilité, par exemple, c'est pas forcément facile de prescrire un scanner basse dose dans certaines zones reculées. Son utilité, bien sûr, pour le patient et les réponses, et s'il répond bien à un besoin, une demande. Ensuite, de voir si ce dépistage est adapté, ou cette attitude de dépistage est adaptée. Et enfin, si en pratique, quelle est l'utilisation des outils que l'on a à notre disposition. Tout ceci va se faire avec une étude qui va reposer sur des entretiens qualitatifs de médecins généralistes qui ont été utilisateurs de ce type de dépistage, des patients qui en ont été bénéficiaires, éventuellement d'autres médecins ou d'autres spécialistes. Alors, il s'agit d'une phase pilote parce qu'évidemment, compte tenu du budget alloué, il était hors de question de faire quelque chose à grande échelle. Et puis, c'était quelque chose qui était innovant. Je vais y revenir. Je vais vous montrer après pourquoi c'est quelque chose d'innovant. Pour tout fumeur de plus de 40 ans qui consulte en médecine générale, l'objectif principal serait donc d'évaluer la viabilité des recommandations de dépistage des pathologies liées au tabac en soins premiers. Et avec un objectif secondaire qui est d'évaluer l'impact de la proposition de ce dépistage sur l'évolution de la consommation de tabac des patients qui ont été concernés par cette proposition de dépistage. Alors, dans le cas de ce projet d'épiste, il a fallu procéder par étapes successives. La première chose, c'est qu'il a fallu faire une revue systématique des recommandations dans les pays industrialisés et en France, bien sûr, en particulier. Et ça, ce n'était pas une chose qui avait été faite jusqu'à présent. C'est ça qui en fait l'originalité. C'est que jusqu'à présent, on a un dépistage par type de pathologie, mais on a une difficulté à envisager le dépistage, par exemple, pour quelqu'un qui est fumeur. On aura la même problématique pour quelqu'un qui consomme de l'alcool, qui consomme du cannabis, etc. Donc, première étape, une revue systématique de la littérature pour en tirer des recommandations. Une deuxième étape qui a été de soumettre l'acceptabilité à un consensus de médecins généralistes sous la forme de ronde d'Elfi. Une troisième étape, c'est de faire appel à un conseil scientifique composé de spécialistes d'organes par rapport au dépistage concerné. Par exemple, si c'est le dépistage du cancer de côlon, un gastro-entérologue, si c'est le dépistage du cancer du poumon, un pneumologue, etc. Et enfin, de constituer donc le protocole d'évaluation qui va être donc cette étude pilote. Alors donc la première étape, ça a été une revue systématique de la littérature. Cette revue systématique de la littérature a été faite dans le cadre d'un projet de thèse qui a été soutenu et donc qui a permis de répertorier 14 pathologies les recommandations qui étaient actuellement en vigueur en France et ou dans les pays de même niveau de développement. Je vais tout à l'heure vous refaire une liste un petit peu plus détaillée de ça. Alors vous voyez que l'originalité, c'est effectivement non plus de procéder par organe, mais de procéder par type de maladie liée au tabagisme en l'occurrence. Et c'est ça qui fait toute l'originalité de ce projet. Or, vous savez aussi que dans la pratique courante, c'est très difficile de pouvoir proposer tous les dépistages aux patients lorsqu'on les a en consultation. Alors là, je vais vous faire un petit listing qui peut paraître peut-être un petit peu fastidieux, mais pour vous montrer quelle a été la démarche que nous avons eue là-dedans. Par exemple, si on prend la BPCO, la revue de littérature a montré que le dépistage le plus performant consistait à cibler les patients à haut risque de développer cette pathologie et d'utiliser à ce moment-là un questionnaire qui a été proposé par la HAS en 2014, qui est le questionnaire Gold qui a été remanié et qui comprend 5 questions. Et vous voyez que dans le cadre de l'étude des pistes, les patients les patients ont obligatoirement plus de 40 ans et bien sûr ils fument. Donc finalement, s'ils répondent à l'une des 3 premières questions, ça veut dire qu'ils ont probablement une BPCO, ils ont besoin donc d'une exploration fonctionnelle respiratoire. Si on prend l'exemple du diabète,
le diabète, le risque dépend, et c'est montré à l'heure actuelle, donc il dépend du niveau de tabagisme. Si le tabagisme est faible, de l'ordre de 5 à 10 paquets années, on voit que l'odds ratio développé un diabète est de l'ordre de 1,80, alors que si ce tabagisme est supérieur à 10 paquets années, eh bien, on va avoir un odds ratio à 2,51. Les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé sont de proposer un dépistage tous les 1 à 3 ans à toute personne à risque de développer un diabète de plus de 45 ans. En l'occurrence, dans le cas de notre population de plus de 40 ans, il faudrait le faire au moins une fois tous les ans, en tout cas au maximum 3 ans. Et ce qui est représenté ici sous forme d'un diagramme, d'un schéma qui va être repris après dans un outil qui sera destiné aux médecins généralistes. En ce qui concerne le risque cardiovasculaire, eh bien, le risque cardiovasculaire, vous savez qu'il s'évalue aujourd'hui avec l'échelle SCORE. Ce risque, bien sûr, il est variable en fonction du sexe de l'individu. Hein. L'âge est un facteur de risque. Il sera de 40 à 65 ans pour l'homme et de 50 à 65 ans pour une femme. Si ce risque est important, pour l'évaluer, on utilise l'échelle SCORE, et donc à ce moment-là, il sera supérieur à 5%, et à ce moment-là, la proposition est d'amener le patient à consulter son cardiologue pour dépister les cardiopathies ischémiques, une artériopathie des membres inférieurs et l'athérosclérose carotidienne. Voilà la représentation de la nouvelle échelle SCORE 2, qui maintenant est au-delà de 65 ans, et avec le score 2 OP, et qui permet donc d'évaluer le niveau de risque cardiovasculaire, vous voyez, de chaque patient, en ajoutant le taux de cholestérol total, l'âge, et également le niveau de contrôle de la tension. En ce qui concerne le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, qui aujourd'hui fait l'objet d'une recommandation de la HAS qui date de 2013. Et cette recommandation propose un dépistage ciblé, opportuniste, unique, par une échographie abdominale, chez toute personne ayant des facteurs de risque survenus ou de rupture d'un anévrisme abdominal. Alors, si l'âge est de 65 à 75 ans, eh bien, le tabagisme chronique fait partie de ces propositions, et entre 50 et 75 ans, s'il y a un antécédent familial au premier degré d'anévrisme de l'aorte abdominale. Comme vous le voyez, en fonction des antécédents du patient et en fonction de son âge, on va proposer un dépistage ou pas au patient, surtout s'il n'a pas fait, bien sûr, d'échographie antérieurement. Et dans le cas de l'étude des pistes, la proposition qui sera faite sera celle qui est présentée dans le diagramme de droite. En ce qui concerne les cancers maintenant. Donc le cancer bronchopulmonaire, c'est la première cause de décès chez l'homme, entre 45 et 64 ans, la deuxième cause de décès chez la femme, par cancer. Ça représente à peu près 46 000 nouveaux cas en France en 2018, ce qui en fait un problème majeur de santé publique, bien évidemment. Dans 90% des cas, le cancer est le principal facteur, le tabac, pardon, est le principal facteur de risque de cancer. On sait aussi que la symptomatologie clinique de ce cancer est assez peu spécifique. Il va se présenter souvent par une toux, peut-être par un essoufflement, parfois et beaucoup plus rarement par une hémoptysie. En tout cas, tous ces éléments font que le cancer du poumon est dépisté tardivement, et que plus il est dépisté tardivement, plus le risque de survie, bien sûr, à 5 ans diminue. Et vous voyez qu'à 5 ans, il est de l'ordre de 17%. Alors, jusqu'à présent, il n'est pas recommandé en France de faire un dépistage systématique du cancer du poumon. Les choses vont changer dans la mesure où, en 2020, l'étude de Nelson qui concernait des patients fumeurs de 50, fumeurs ou qui ayant fumé de 50 à 74 ans a montré qu'un scanner basse dose
réduisait la mortalité par cancer du poumon au prix au prix de très faibles taux de faux positifs, et l'effet de ce dépistage étant beaucoup plus marqué pour les femmes. Alors aujourd'hui encore, on est en attente de recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais elle ne devrait pas tarder à arriver. Donc de ce fait, pour ce qui concerne le cancer du poumon, on n'a pas de recommandation précise, c'est donc laissé au libre arbitre du praticien pour le proposer ou pas, c'est de proposer un scanner basse dose. Toujours en listant notre série de pathologies cancéreuses liées au tabac, le cancer de l'œsophage maintenant, donc, qui est le 3e cancer digestif le plus fréquent en France, et qui est d'un pronostic souvent très péjoratif, d'abord parce qu'il est diagnostiqué forcément tardivement, du fait de signes cliniques qui sont souvent peu ou pas spécifiques. Il en existe 2 types, qui sont les 2 types liés au tabac. Le diagnostic se fait en général sur une difficulté à déglutir d'apparition progressive, parfois par des régurgitations, mais le plus souvent aussi par une altération de l'état général, donc des signes qui sont peu spécifiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation en faveur de la réalisation d'une fibroscopie œsogastro-duodénale en l'absence de symptômes, sauf si le patient est à très haut risque de cancer œsophagien, c'est-à-dire, par exemple, s'il a eu une brûlure acoustique de l'estomac, ou de l'œsophage, bien sûr, ou bien s'il rentre dans le cas de certaines pathologies. Donc ça concerne très très peu de patients, et en population générale, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation. Simplement, on peut proposer lorsqu'on a un patient fumeur en consultation de plus de 40 ans, de lui poser la question de savoir s'il présente des difficultés pour avaler ou des problèmes de déglutition ou de dysphagie. En ce qui concerne maintenant le cancer des voies aérodigestives supérieures, donc, qui représente qui sont au 4e rang des cancers chez l'homme et au 10e rang chez la femme, elles ont un pic d'incidence entre 50 et 59 ans. Elles sont liées, dans 90% des cas, à l'alcoolisme et à la consommation de tabac. Et là encore, comme pour le cancer de l'œsophage, le mode de découverte est le plus souvent tardif. Et donc, simplement parce qu'on oublie le plus souvent, ou on ne le fait pas, par manque de temps, d'examiner la bouche de nos patients fumeurs. Et donc, ce qui fait que, effectivement, là aussi, le pronostic n'est pas très bon. Il n'y a pas de recommandation en France de dépistage systématique en population générale, mais il y a une vigilance par rapport aux signes d'appel et d'appeler l'ORL dès qu'on observe quelque chose d'anormal, voire d'amener le patient à consulter. Il en est de même, d'ailleurs, pour les patients qui ont un mauvais état bucco-dentaire et qui sont fumeurs. La proposition est de les amener à consulter 1 fois par an leur chirurgien dentiste. Enfin, le cancer de la vessie, donc 5e cancer en France, donc avec 13 000 nouveaux cas par an, la majorité survenant chez des hommes de plus de 60 ans. Donc le tabac est là aussi un facteur de risque majeur. Il y a également l'exposition professionnelle aux hydrocarbures aromatiques qui doit être recherchée. Donc le taux de survie à 5 ans, tout ça de confondu, on le voit, est de plus en plus mauvais au fur et à mesure que le stade de maladie est avancé. Et donc, le diagnostic est à évoquer devant une hématurie macroscopique ou des impériorités mixtionnelles par irritation du bas-fond vésical chez les patients de plus de 50 ans. Et ceci se fait par un examen cytobactériologique des urines et qui peut amener à faire une cystoscopie pour établir le diagnostic. Il n'y a pas de recommandation de la Haute Autorité de Santé ni de l'Association française des urologues, sauf dans le cas des expositions professionnelles aux cancérigènes. Donc là, je vous ai fait une liste un petit peu fastidieuse, mais simplement pour vous montrer en l'état actuel des connaissances où on en est des recommandations par rapport au dépistage de ces pathologies liées au tabac. Nous avons procédé donc en plusieurs étapes, comme je vous le disais tout à l'heure, pour
travailler sur ces recommandations. La première étape a été de lister, les pathologies qui étaient liées à la consommation de tabac. Il y en avait 14. Dans un deuxième temps, il y a eu une revue de littérature précise, et parmi ces 14 pathologies, le cancer du pancréas, qui est possiblement lié au tabac, a été exclu. On en a gardé donc 13. Ensuite, il y a eu une ronde d'ELFI, c'est-à-dire une méthode de recherche d'un consensus avec des médecins généralistes et des addictologues pour voir comment ces recommandations pouvaient être mises en pratique courante. Et donc, sur les 13 pathologies qui avaient été retenues lors de la première étape, il y en a plus que 12 qui ont été retenues, en sachant que le dépistage du cancer du poumon ne peut pas être proposé aujourd'hui en l'absence de recommandations. Il est simplement à l'initiative du médecin généraliste qui pense que c'est utile pour son patient. Après ces 2 étapes, on est passé à la 3e étape qui était la construction d'un outil à destination du médecin généraliste. Comme vous l'avez compris, après la liste un peu longue de pathologies, les éléments de dépistage vont être variables en fonction de l'âge du patient, en fonction de son sexe, en fonction de son parcours éventuellement, et de sa consommation. Et par conséquent, ça va être cette variation en fonction de l'âge et du sexe en particulier, fait qu'il faut faciliter l'aide pour le médecin généraliste dans sa proposition de dépistage. Bien sûr, le médecin sait très bien que lorsqu'il va voir une femme de 50 ans, il va falloir lui proposer le dépistage du cancer du côlon, le frottis cervico-vaginal et lui proposer également une mammographie. Mais le problème, c'est que ces dépistages qui sont connus et systématiques, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour lesquels on a des difficultés pour qu'ils soient réellement réalisés, ils doivent s'ajouter aux dépistages liés à la consommation de tabac. Donc l'idée, c'est de proposer un outil sous la forme d'un petit manuel qui est présenté sur la partie droite, qui reprend un certain nombre de fiches et qui est consultable en fonction de l'âge et du sexe du patient. Alors, cet outil, il doit être maintenant utilisé dans le déploiement de l'étude des pistes. L'étude des pistes, elle va consister à recruter une trentaine de médecins généralistes qui acceptent de participer à cette étude et qui donc proposeront à tout patient de plus de 40 ans et fumeur actif les dépistages qui sont utiles pour le patient. Évidemment, chaque médecin ne va pas proposer pour chaque patient exactement tous les dépistages qui sont utiles pour le patient, parce que parfois ça va être compliqué, il va y avoir peut-être 6, 7 dépistages à faire, et en une seule consultation, ça va être difficile. Mais comme on est dans une étude de viabilité, l'intérêt est de voir ce qu'on est capable de faire en consultation, jusqu'où on est capable d'aller, et qu'est-ce que le patient va faire après, qu'est-ce qu'il est capable d'accepter également. Donc, on met à disposition de ces médecins généralistes investigateurs l'outil que je vous ai présenté, qui est un petit manuel d'une 20aine de pages, qui va reprendre, avec les entrées âge et sexe, faciliter le travail du médecin en proposant pour chaque patient les éléments, les dépistages qu'il faut proposer à son patient. Le médecin pourra s'y référer, choisir en fonction de lui ce qu'il pense utile compte tenu de ce qui a déjà été fait, le proposer au patient, et en fonction de ce que choisit le patient, les prescriptions seront faites. Elles seront notées dans le dossier médical, et un attaché de recherche clinique viendra, au bout de 6 mois, relever les informations pour permettre d'analyser ces informations et de voir, finalement, lorsqu'on essaie d'optimiser le dépistage face à un patient qui est fumeur, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà où on peut aller, et de s'interroger ensuite sur, si on veut maintenir un dépistage systématique, voilà ce qu'on sera capable de mettre en place. Un autre élément qui sera important, ce sera de recueillir les données en ce qui concerne la consommation de tabac. Est-ce que le fait d'amener le patient à faire des dépistages, est-ce que ça impacte la consommation de tabac de ce patient, et donc de pouvoir, avec ces résultats-là, travailler sur de nouvelles hypothèses pour des recherches futures.
L'outil qui est présenté ici a fait l'objet d'une pré-étude qui a été faite dans le cadre d'un travail de thèse qui a été encadré par Palina Zeraviashka pour vérifier que l'acceptabilité de cet outil, ce qui a permis de faire quelques ajustements dans sa présentation. Alors le déploiement est en cours à l'heure actuelle, puisqu'il faut recruter 30 médecins généralistes. On n'a pas encore recruté la totalité des médecins généralistes, mais c'est en cours. Et éventuellement, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, ils seront les bienvenus. Comme je vous disais, l'idée, c'est de proposer aux patients, au cours d'une consultation en soins courants, les dépistages qui sont recommandés aujourd'hui, avec donc le maximum de preuves scientifiques pour avoir un intérêt pour ce patient, et de voir au bout de 6 mois ce qui a été fait. Et donc, dans une deuxième étape, des entretiens en recherche qualitative seront faits aussi bien auprès des médecins que des patients pour savoir quel est le niveau d'acceptabilité de cette proposition de dépistage, quelles sont les difficultés rencontrées, qu'est-ce qu'on pourra faire pour essayer d'améliorer le dépistage des patients. Donc les perspectives après cette étude, eh bien, ça sera de voir s'il est possible de généraliser un tel programme de dépistage systématique. Comme je vous le disais en préambule, c'est une gageure que de proposer un dépistage systématique. Lorsqu'on l'a fait, on a fait des tentatives dans d'autres pathologies. On a vu que c'était extrêmement compliqué. Moi-même, j'ai participé à des dépistages systématiques et à une étude sur le dépistage du VIH en pratique courante, et on a vu combien c'était difficile. Et ce qu'on espère avec ça, c'est de pouvoir jeter les bases d'une nouvelle étude plus ambitieuse et de pouvoir intégrer ces recommandations de dépistage dans les futures recommandations françaises, de telle manière qu'on ne soit pas forcément dans le dépistage par organe, mais plus transversalement, lorsque on a un patient qui a une addiction, et par exemple qui est un consommateur de tabac, de lui proposer les dépistages qui sont adaptés à cette consommation de tabac. Vous noterez cependant qu'il y a une limite, puisque on s'attaque là au tabac, mais on n'a pas parlé du cannabis et on n'a pas parlé non plus de l'alcool, qui sont également des facteurs de cancer, par exemple, ou de maladies cardiovasculaires. Mais c'est une première étape que ce projet dépiste. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci.